Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde dont le sujet est évidemment vertigineux, avec des intervenants de grande qualité. On aura l'occasion évidemment d'échanger avec vous durant la partie de ce débat. À la fin, vous pourrez témoigner et poser vos questions à l'ensemble des intervenants. Je vais me permettre de présenter l'ensemble des intervenants de cette table ronde. L'objectif, c'est de créer les conditions du débat, et c'est tout l'intérêt de la Cité des débats. Je me présente, Selim Halili, je suis président fondateur de l'Institut Spiral, et je suis ravi en tout cas d'animer cette table ronde avec vous aujourd'hui, en présence de Madame Johanna Nowicki. Merci Madame Nowicki de votre présence. Vous êtes professeur des universités, aujourd'hui professeur à l'université de Cergy-Pontoise, mais vos thèmes de recherche portent notamment sur la pensée européenne, les aires culturelles et politiques. Vous avez été membre de l'Institut de recherche Hannah Arendt de l'université de Marne-la-Vallée. Vous entretenez des relations très très proches avec des universités en Pologne notamment, et vous avez co-dirigé, et ce sera l'objet de notre discussion aujourd'hui, vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif La vie de l'esprit, les penseurs de l'Europe centrale depuis 1945, qui a rassemblé énormément d'universitaires sur cet ouvrage extrêmement important, fondateur pour la mise en valeur de la pensée de cette partie de l'Europe. Madame Renée Frégosi, merci beaucoup de votre présence. Universitaire, enseignante-chercheuse, spécialiste en relations internationales. Vous avez notamment fait votre thèse sur l'Amérique latine. Vous avez passé quelques années dans l'écosystème du Parti socialiste, si je puis dire ça. Vous avez beaucoup travaillé sur des missions de conseil international aussi. Vous êtes experte en relations internationales et du Sud global. Et votre dernier ouvrage porte sur le Sud global à la dérive, entre décolonialisme et antisémitisme, qui est paru aux éditions Intervalle en 2025. Max Erwan Gastineau, Monsieur Gastineau, bonjour. Vous êtes essayiste, politologue et chroniqueur français, diplômé en histoire et en relations internationales. Vous avez un parcours très riche. Vous avez travaillé à la fois en Chine, aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale. Vous enseignez également dans l'enseignement supérieur. Vous êtes actuellement enseignant en relations internationales à l'Institut catholique de Paris. Votre dernier ouvrage, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation, on va y arriver. Ça va être le terme un peu barbare de la table ronde aujourd'hui. Je vous promets d'essayer de ne pas écorcher le terme. Pas publié en 2023. Et enfin, Adrian Bast, bonjour Monsieur Bast, universitaire britannique, professeur honoraire de l'Université du Kent et vice-directeur du National Institute of Economic and Social Research. Vos domaines de recherche portent principalement sur le rôle de l'éthique et de la religion dans la politique. Vous avez écrit de nombreux essais et ouvrages, et on aura l'occasion d'échanger sur cette perspective européenne autour de la notion d'Occident. Et justement, pour répondre à cette question de désoccidentalisation du monde, peut-être revenir sur cette notion d'Occident. Madame Frégosi, on a eu l'occasion d'échanger. Comment percevez-vous et peut-on aujourd'hui définir ce qu'est ce terme d'Occident ? Alors, en fait, on en a parlé évidemment hier, ce matin, donc on poursuit ce débat. Moi, en deux mots, je dirais que l'Occident, la culture occidentale, c'est une culture de la complexité, et que ses ennemis de cette complexité, c'est justement l'univocité, donc une seule idée, un seul sens, un seul pouvoir. Et en fait, c'est, si on veut le dire de façon vraiment triviale, c'est la démocratie contre la dictature. Bon. Donc, mais dans la complexité occidentale, justement, il y a les deux. L'Occident, c'est la contradiction, c'est la façon de travailler les contradictions, de les surmonter, de les développer, de les reproduire, etc. Donc c'est ça, la complexité. Et en fait, aujourd'hui, on se trouve à nouveau face à une coalition d'ennemis de la complexité occidentale, en fait, alors qui va simplifier l'Occident. Et on a parlé hier tout à fait à juste titre d'Edouard Saïd et de cette idéologie de l'occidentalisme. L'occidentalisme, c'est une symétrie inversée, en effet, de l'orientalisme. L'orientalisme étant un fantasme, une vision fantasmatique positive de l'Occident sur l'Orient,
Et l'occidentalisme est en fait une vision fantasmatique de l'Occident, mais une vision négative et non pas positive, une vision négative, fantasmatique de l'Occident par des gens qui se réclament être de l'Orient. Mais en fait, ce dont on se rend compte, et que ça soit la personne d'Édouard Saïd ou on va en parler, donc je ne fais qu'effleurer les sujets, mais une autre personnalité extrêmement importante, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé la question de l'islamisme, de l'offensive islamiste, on l'a à peine effleuré, c'est Saïd Qutb, qui est en fait l'héritier de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, et qui va théoriser cet occidentalisme, c'est-à-dire cette idéologie anti-occidentale, lui aussi parce qu'il est en fait, comme Édouard Saïd, un mixte de culture occidentale et d'origine orientale. Édouard Saïd est né à Jérusalem, en Palestine mandataire dans les années 30, et va faire, alors il fait déjà ses études secondaires dans toutes les écoles de l'élite occidentale de la Palestine mandataire, puis il va aller aux États-Unis. Saïd Qutb, également lui, il est du Caire. Il va être éduqué dans des écoles de l'élite occidentalisée, puis il va aller aux États-Unis, et là, il va construire sa doctrine anti-occidentale, et il va constituer, il va se radicaliser, si tant est qu'on puisse se radicaliser davantage que Hassan al-Banna, qui déjà lançait des pogroms dans tout le Moyen-Orient, contre les Juifs, hein, donc. Et donc, on va avoir là articulé, et j'en finis là, aussi bien avec Édouard Saïd qu'avec Saïd Qutb, à la fois donc un mixte Occident-Orient et associer un occidentalisme, donc une haine de l'Occident, avec une judéophobie. La judéophobie est quelque chose d'extrêmement important, et aujourd'hui, après le 7 octobre et aujourd'hui même, cette haine des Juifs et cette haine d'Israël est au cœur de l'occidentalisme, est au cœur de ce nouveau tiers-mondisme qu'est l'idéologie du Sud global. Bon, j'ai été un peu long. Monsieur Bast, pour rester dans ce cadre de définition de la notion d'Occident, pour ensuite glisser vers ce processus de désoccidentalisation, l'Occident, c'est aussi une réalité géopolitique, culturelle, civilisationnelle. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut commencer par une distinction très simple entre deux Occidents. Un Occident géopolitique depuis à peu près 1945, ou si vous voulez 1918, la victoire à la fin de la Première Guerre mondiale, qui inaugure vraiment l'âge américain. C'est-à-dire qu'on passe de l'hégémonie européenne, hein, française, britannique, autre, à l'hégémonie américaine en 1818 et surtout en 1945, d'une part, et d'autre part un Occident civilisationnel qui évidemment a des racines beaucoup plus profondes dans la philosophie gréco-romaine, l'éthique juive, la métaphysique chrétienne, dont on parlait aussi dans le panel précédent. Je pense qu'il y a surtout deux mutations. Au sein de l'Occident géopolitique, on a vu d'abord un ordre libéral qui était anti-utopie, donc c'était après les totalitarismes de la première moitié du XXe siècle, donc c'était un libéralisme assez pragmatique, hein, dans le cadre de la guerre froide, contre le système utopique du communisme soviétique, mais qui, après la fin de la guerre froide, en 1989, a quand même muté dans un ultralibéralisme effréné, qui est devenu très, très utopiste, qui aujourd'hui nous dit qu'il n'y a que l'individu, il n'y a que le libre marché, il y a le libre-échange, c'est vraiment l'individu et sa volonté affranchie de toute tutelle.
Et je pense que c'est un système tellement intolérant et autoritaire qui non seulement a produit des rejets populaires au sein de l'Occident, au sein de l'Europe avec la montée des populismes, mais qui est aussi justement rejeté par l'axe anti-occidental, que ce soit la Chine, la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, et aussi par le Sud global. Donc en fait, le premier phénomène ou la première expression de la désoccidentalisation, c'est le rejet du libéralisme contemporain. Après, il y a aussi des mutations évidemment au sein de l'Occident civilisationnel, je serai très bref, mais je pense qu'on a un héritage absolument incroyable, la cité libre, un équilibre constitutionnel, l'état de droit, la fusion de droits et de devoirs, les vertus sociales, la dignité de la personne et du travail, la solidarité, la subsidiarité, donc tout un sort de principes fondateurs de cette civilisation, foi et raison bien sûr, qui font de cette civilisation occidentale quelque chose d'unique. Pourquoi ? Parce que c'est un universalisme incarné. C'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas d'abord une théorie, c'est d'abord une pratique. D'ailleurs, Pierre Hadot l'a dit très bien, la différence entre la philosophie gréco-romaine, l'éthique juive, la métaphysique chrétienne d'une part, et toutes les philosophies modernes d'autre part, c'est qu'on commence par la pratique et pas la théorie, alors que depuis les Lumières, c'est l'abstraction. On fait abstraction de vie, abstraction de pratique, et ensuite on y revient, mais malheureusement, ça tourne mal. Aujourd'hui, malheureusement, cet héritage est devenu victime de relativisme culturel, d'absolutisme idéologique, et donc on a affaire à un paradoxe. C'est que aujourd'hui, il y a un choc des civilisations, non pas parce que l'Occident va imposer sa vision soi-disant impérialiste au reste du monde, non, parce que l'axe anti-occidental considère qu'il y a un choc des civilisations. C'est eux qui croient qu'ils sont engagés dans une guerre d'idéologie et une guerre de civilisation contre l'Occident, mais ça intervient à un moment où en fait, l'Occident se remet en question d'une façon absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il non seulement se remet en question, ce qui est une bonne chose, il y a la haine de soi. Aujourd'hui, l'Occident ne défend pas ses principes, ne défend pas tous ses acquis. Il va aller jusqu'à se diaboliser lui-même. Je termine sur un deuxième paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un Occident qui exporte ses pires traditions, ses pires institutions, comme le capitalisme, la technoscience, et aussi le nationalisme ethnocentrique, alors qu'il devrait en fait exporter ses meilleures traditions. Et au moment où, justement, dans le reste du monde, on se demande si l'Occident croit encore en quelque chose, oui, nous croyons en quelque chose, mais ça s'appelle le capital, la technologie sans médiation, et un nationalisme effréné qui a été repris par les élites chinoises, russes et indiennes. Et franchement, il faudrait défendre les meilleures traditions de l'Occident et pas les pires. Merci. Madame Novicki, vous utilisez souvent l'expression d'Occident kidnappé. Ça peut être une bonne introduction à cette perspective de désoccidentalisation. Oui, je fais référence à un texte qui est un des textes le plus publiés dernièrement, d'ailleurs dans plusieurs langues, et toujours ignoré par mes étudiants français, ce qui est très étonnant. Ça s'appelle « Un Occident kidnappé » et c'est un texte qui a été publié par un écrivain tchèque devenu écrivain parisien, Milan Kundera, dans lequel le sous-titre de son article, si important, est « Un Occident kidnappé » ou la tragédie de l'Europe centrale. Et il a résumé dans ce texte la plus grande entreprise de désoccidentalisation européenne qui était la guerre froide. Quand on discute de ça, on oublie toujours que la moitié d'Européens ont subi une désoccidentalisation idéologique, politique, guerrière et ont été privés de l'Occident contre ce qu'ils voulaient. Kundera le résume très bien en disant la tragédie de l'Europe centrale, qu'il différencie bien sûr de l'Europe de l'Est et qu'il différencie encore de la Russie, on y reviendra. Il dit cette Europe était géographiquement et est toujours géographiquement au centre, politiquement à l'Est, à l'époque de la guerre froide, et culturellement à l'Ouest. Donc elle a vécu dans une schizophrénie imposée sans pouvoir dire qui elle est. Donc le titre dit ce qu'il voulait dire et ce que cette Europe voulait dire. Le texte a été publié en français pour expliquer aux élites françaises qu'il faut
arrêter de confondre l'Europe centrale avec la Russie, se poser la question de limites culturelles de l'Europe et surtout comprendre que enlever l'Occident contre leur gré à la moitié du continent européen n'a pas le droit de passer inaperçu. Or, depuis Yalta, ce phénomène a passé inaperçu, en tout cas avec l'accord tacite des Occidentaux qui ont cessé de voir dans l'autre partie de l'Europe une partie de leur propre civilisation. Donc la tragédie de l'Europe centrale, résumée Kundera, ce n'est pas la Russie qui était l'envahisseur déjà, c'est l'Europe qui a oublié la moitié de son continent. Est-ce que les populations actuelles d'Europe centrale ne rebalancent pas justement cette perspective en remettant notamment la foi chrétienne en avant sur la scène publique des différents pays d'Europe centrale, la notion de nation qui revient très fortement? Est-ce que finalement l'Europe centrale aujourd'hui n'est pas à l'avant-garde de cette notion d'occidentalisation et de nouvel Occident? Je ne voudrais pas monopoliser la parole, s'il y en a d'autres. Non, mais on a le temps, Mais il est clair que vous avez évoqué l'ouvrage que j'ai eu le plaisir pendant 5 ans de diriger sur la pensée des Européens de cette partie de l'Europe. Je pense qu'il faut se référer à ce qu'ils ont dit, puisque c'est les seuls Européens qui ont subi dans leur chair les 2 totalitarismes, qui ont ensuite tout fait, en tout cas nombreux, les dissidents et ensuite certaines sociétés, ont tout fait pour retrouver la culture occidentale et notamment la culture libérale au sens philosophique et pas que économique, et qui peuvent donc témoigner, montrer dans leurs écrits comment le passage du totalitarisme par une révolution auto-limitée et pas sanglante pouvait se faire. C'est le seul cas dans l'histoire européenne, et comment ensuite ils réagissaient à l'appartenance à l'Occident, puisque désormais c'est l'Occident commun, et quelles critiques ils peuvent adresser à la fois à eux-mêmes, puisqu'il y a un énorme mouvement de débat interne, puisqu'ils sont européens, donc comme tout Européen, ils s'interrogent sur leur propre passé, mais ils interrogent aussi l'Occident. Donc ces textes sont d'une extrême importance, très peu connu, très peu traduit en français, ce qui est étonnant, dans un pays où la pensée européenne est si riche. La moitié des penseurs étaient ignorés jusqu'à présent et on connaissait que ceux qui étaient déjà traduits en allemand ou en anglais, et par ricochet, certains universitaires faisaient appel à ces textes, par exemple à Kołakowski, ou certaines personnalités francophones et francophiles comme Guérémec étaient plus connus. Vous avez évoqué Ravel tout à l'heure. Il y a quelques noms phares. Sinon, c'est l'inconnu. On n'a pas encore de partage d'expériences. Et moi, je pense que ces expériences sont extrêmement précieuses pour l'Europe. Monsieur Gastineau, le concept de désoccidentalisation, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Pour vous, il existe, cette dynamique existe, mais elle part d'abord d'un état des lieux et d'un historique spécifique. Oui, je suis très content de prendre la parole après Ioanna qui parlait de l'Europe centrale, puisque c'était le thème de mon premier livre. Et lorsqu'en effet Milan Kundera évoque l'Occident kidnappé, il parle de l'Europe occidentale en fait. Parce que moi j'ai une petite difficulté conceptuelle avec les termes que l'on emploie depuis le début. Je ne crois pas que l'Occident existe. Je pense que c'est une fiction géopolitique qui dessert profondément l'Europe aujourd'hui. L'Europe occidentale, ça existe. L'Europe, au fond, ça existe. Et je ne crois pas au terme de Sud global non plus. Et j'aimerais m'arrêter sur ce terme et prendre peut-être 2 photographies et user d'une analogie historique, on aime les analogies en Europe, pour essayer d'illustrer mon propos. Il se trouve qu'au mois de juin, juillet, j'ai été invité par la revue Le Grand Continent, que vous êtes sans doute nombreux à connaître, pour une réunion en petit comité avec la représentante, la présidente même, de la Commission des Affaires étrangères du Parlement thaïlandais. Elle se trouvait à Paris, invitée également par les parlementaires européens. Et à côté d'elle figurait le représentant du Parlement européen à la délégation aux affaires asiatiques. Peu importe le nom des individus concernés. Et cette réunion a commencé par une question adressée à la représentante thaïlandaise, lui demandant au fond de résumer quelle est la position de Bangkok aujourd'hui sur la scène internationale.
Et elle a eu cette réponse très simple. Nous voulons à la fois intégrer l'OCDE et intégrer les BRICS. À la fois nous rapprocher des pays du Nord, des pays occidentaux. Nous avons besoin de leur dynamisme économique, même si on peut en discuter pour l'Europe. Et nous voulons également cultiver nos liens historiques avec la Russie, qui débouchent sur un ensemble d'accords commerciaux, énergétiques, agricoles notamment. Et puis, nous nous situons à proximité de la Chine, donc nous n'avons pas le choix. Dans la région, on ne fait pas sans la Chine, donc nous ne voulons pas choisir notre camp, nous voulons nous entendre avec tout le monde, pas d'ennemis. Donc ça, c'est la position de Bangkok. Et c'est, au fond, la position de la quasi-totalité des pays dits du Sud, qui refusent d'entrer dans une logique de bloc idéologique qui vise, au fond, à raviver une forme de guerre froide, un atlantisme de confort, dirais-je, pour les Européens. Alors que nous vivons dans un monde désoccidentalisé, fait non pas de blocs idéologiques. Je vais continuer d'illustrer ce propos. Réponse de l'Européen. Il ne s'agit pas de choisir un camp. Il s'agit de pouvoir se regarder dans une glace, lui dit-il, en défendant quelques grands principes, comme ceux que la Russie remet en cause aujourd'hui en Ukraine. Le problème de cette position, que je qualifierais d'irréaliste, est que sur le fond, nous pouvons en effet être tout à fait d'accord. Il y a des grands principes, il y a un droit international que la Russie remet en cause, mais le problème d'une position morale qui n'a pas les moyens de ses ambitions, l'Europe n'a pas les moyens aujourd'hui de défendre l'Ukraine, ça s'appelle une posture. Et aujourd'hui, l'Europe souffre de n'être au fond que la juxtaposition de postures à l'international, puisqu'elle n'a pas la force de frappe nécessaire pour défendre concrètement ses propres principes, d'où son réflexe de se tourner vers l'allié américain. Et on ne peut pas proposer à la Thaïlande, au fond, d'abandonner l'idée qu'elle se fait de son intérêt national au nom de postures, quand bien même serait-elle en effet fondée d'un point de vue moral et au regard du droit international. Je voudrais prendre une deuxième photographie, utiliser une deuxième photographie, pour vous dire que l'exemple que je viens de vous donner, l'illustration de pays du Sud qui ont une conception très souple des relations internationales, n'existe pas évidemment qu'en Asie, mais également en Amérique latine. Alors c'est pour ça que j'aime pas trop parler aussi d'Occident, parce que est-ce que l'Amérique latine fait partie de l'Occident? Pays du Sud, je préfère. Et je vais utiliser un exemple qui me semble intéressant, puisque je vais parler du Mexique. Le Mexique qui est à la fois un pays occidental et à la fois un pays qui est aujourd'hui sous présidence de la gauche et qui revendique son identité précoloniale. C'est un pays du Nord et un pays du Sud. C'est un pays qui fait le pont entre les États-Unis, le Canada et le sud du continent. Nous sommes en juin 2023 et comme chaque année s'organise le sommet des Amériques qui a été institué en 1994 pour répondre à la montée en puissance du Japon et de l'Europe. Chaque année, réunion de tous les pays américains, du nord au sud, et ce sommet des Amériques s'organisait à Los Angeles. Joe Biden proposait pour la première fois, d'exclure de ce sommet les pays autoritaires, Nicaragua, Cuba, Venezuela, pour mettre au diapason de sa vision géopolitique, opposant les démocraties au bloc autoritaire, l'ensemble des pays latino-américains. Le Mexique a réagi vivement et a menacé de boycotter ce sommet pour la première fois de l'histoire du sommet des Amériques, entraînant dans son sillage la Colombie et l'Argentine, avant l'élection de Milei. Pour vous dire que jusqu'aux frontières des États-Unis, l'idée selon laquelle les pays du Sud devraient suivre en toutes circonstances le diktat de l'Occident a vécu. Donc la désoccidentalisation du monde, c'est un processus qui dit au fond une chose, ce n'est plus à l'Occident de donner le là. Nous pouvons nous émanciper de vos injonctions, nous avons des intérêts nationaux qui peuvent aller de pair avec les vôtres, comme ils peuvent aussi entrer en contradiction avec vos intérêts, surtout lorsque vous nous demandez, au fond, de remettre en cause nos accords historiques avec la Russie ou avec la Chine. Et pour conclure mon propos,
je vais céder moi aussi à une analogie historique. Nous ne sommes pas dans les années 30, une référence que l'on aime bien mobiliser. Il n'y a pas d'Hitler à Washington, ni d'ailleurs à Moscou. Et je vais utiliser une référence historique et l'emprunter à Maurice Gourdeau-Montagne, ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac, qui a été ambassadeur en Inde, en Chine, et qui a publié un livre très important, « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et lors de notre dernier échange, j'apprécie beaucoup Maurice, il me disait, au fond, nous sommes en 1848. Nous revivons un printemps des peuples mondial. 1848, le printemps des peuples, c'est l'avènement, la montée en puissance du principe de nationalité en Europe qui va complètement reconfigurer la carte géopolitique du vieux continent dans le sillage de la Révolution française et du romantisme et qui va progressivement, jusqu'au sortir de la Première Guerre mondiale, remettre complètement en cause l'ordre européen qui était incarné par les empires et les dynasties monarchiques. Et il dit, face à ce retour du principe de nationalité incarné aujourd'hui par les pays du Sud, qui ont donc cette approche très souple des relations internationales, qui défendent leur intérêt national, nous avons deux options. Ou bien nous nous adaptons à ce monde post-occidental, ce que font les Américains. Donald Trump est au fond l'incarnation d'une Amérique qui prend acte de cet ordre désoccidentalisé, ou alors nous rêvons à la constitution d'une sainte alliance avec les Américains, où nous serions le camp du bien, le monde libre, face aux divers avatars d'une régression mondiale. Et là, je crois que non seulement nous n'avons pas les moyens de cette ambition, mais elle est par ailleurs parfaitement contre-productive pour une Europe qui a besoin de s'émanciper plus que jamais du giron américain et de s'ouvrir à des espaces nationaux et civilisationnels qu'elle ignore ou qu'elle méprise. Qui voulait réagir. Oui, j'ai envie de réagir. D'abord pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas moyen de ses ambitions qu'on oublie d'évoquer ses principes. On est à un autre niveau. On peut tout à fait ne pas oublier ses valeurs et ses principes, même quand on se trouve dans une situation qui est décevante sur le plan d'action. Et je voudrais évoquer à ce sujet une des personnalités qui m'a vraiment influencée dans ma pensée européenne, c'est Barbara Skarga, complètement ignorée de la majorité de mes collègues et sans doute du public ici, qui était philosophe, spécialiste de la philosophie française, francophone, francophile, et qui a été déportée au goulag et a passé sa jeunesse dans un goulag parce qu'elle s'est opposée à la fois en Asie et à la fois à l'invasion de son pays par le grand frère soviétique. Donc elle est l'incarnation même de ce que je disais. Elle a écrit un texte qui s'appelle « Les impératifs de la culture européenne », qu'elle a énuméré, on pourra en parler, qui viennent d'une expérience vitale qui n'est pas du tout abstraite, qui est concrète. Lorsqu'elle quitte le goulag, elle marche pendant des kilomètres, elle se trouve devant un obélisque sur lequel il est écrit en grand « Asie d'un côté, Europe de l'autre ». Et cette vision, cette expérience qu'elle décrit, l'a fait interroger sur qu'est-ce que donc la différence principale entre ces deux flèches et pourquoi je reviens de ce qui était l'Asie, en Sibérie, chez moi en Europe. La différence principale, c'est l'attitude vis-à-vis de la personne humaine. Elle était maltraitée, torturée, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle restait digne et pour elle, la principale caractéristique du monde européen occidental, c'était d'affirmer la dignité de la personne humaine et ne pas la prédominance du collectif. Donc je reviens à cette idée de principe qui reste toujours d'actualité. Évidemment, on peut dire qu'on a exagéré notre foi dans la personne humaine sous la forme d'individualisme exacerbé, mais plein de penseurs continuent à faire la différence majeure entre la personne et l'individu, et ce qui est permis à chacun lorsqu'on accepte plutôt la personne que l'individu. Le personnalisme centre-européen était fondamental dans l'adhésion dans l'Union européenne, et c'était philosophiquement pensé justement pour éviter et l'individualisme exacerbé et la collectivisation forcée. Donc, permettez-moi de protester contre l'idée que quand on est faible, on n'a plus le droit de penser ses valeurs.
Et la deuxième remarque, c'est sur votre légèreté qui est dénoncée par le même Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, où il indiquait aux Occidentaux « Soyez moins légers, s'il vous plaît, face au retour du tragique ». Est-ce que Poutine n'est pas Staline? Ce n'est pas si évident. Il faut quand même dire avec certitude, on n'a pas affaire à Staline. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui émettraient un doute sur votre certitude. Adrien. Oui, je voulais rebondir sur ce que Johanna vient de dire sur le personnalisme. Je pense que c'est absolument essentiel de se souvenir, de renouveler ces traditions trop souvent perdues ou en tout cas ignorées, et par le monde intellectuel et certainement par le monde politique. Donc je pense que le personnalisme est un très bel exemple d'une tradition qui évite des distinctions, des séparations binaires et donc artificielles entre justement un individu complètement isolé et une collectivité ou un collectif qui finalement nous domine et nous dépersonnalise. Donc oui, c'est un très bel exemple, et l'Europe certainement a essayé d'incarner ce personnalisme, même si, comme on l'a vu lors du panel précédent, depuis au moins 30 ans, ce personnalisme est en train de se perdre sur la scène européenne. Mais je voulais aussi faire une autre remarque, parce qu'il y a quand même des points communs, ou en tout cas des convergences à la fois historiques et philosophiques avec d'autres civilisations. Parce que oui, je pense que la civilisation occidentale est unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait un âge qu'on appelle, en tout cas qui a été appelé ou caractérisé comme l'âge axial, notamment par l'historien et philosophe allemand Karl Jaspers. L'âge axial, c'est quoi? C'est une double convergence entre différentes civilisations. Donc, d'abord la philosophie grecque, donc Socrate, Platon, mais aussi plus tard, et en même temps le judaïsme, plus tard le christianisme, et la tradition confucienne en Chine et le bouddhisme chinois. Et il y a une double convergence, donc c'est à peu près l'âge entre 800 avant Jésus-Christ et 200 avant Jésus-Christ, pour faire vite. Cette double convergence consiste à dire que foi et raison ne s'opposent pas, c'est-à-dire la rationalité et les croyances religieuses ne sont pas opposées les unes aux autres. Il peut y avoir une complémentarité entre foi et raison. Et deuxièmement, les dieux ne sont pas opposés à l'humanité et ne veulent pas punir les humains tout le temps, mais en fait sont du côté de l'humain, et qu'il n'y a pas une rétribution divine arbitraire auquel il faut répondre par des sacrifices, comme dans les civilisations aztèques ou d'autres. Et qu'est-ce qui relève de cette double convergence? Eh bien, cette idée de dignité de la personne. C'est quand même, ça fait partie d'un héritage commun entre civilisations, même si évidemment c'est pratiqué de façon très différente. Mais au niveau des vertus sociales, ça se voit partout. La générosité, la loyauté, le fait de ne pas humilier l'autre, ça fait quand même partie d'un socle commun entre différentes civilisations. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça, parce que la dignité de la personne, je pense que ça a été réalisé le plus en Occident. Mais ce n'est pas le monopole de l'Occident. Donc aujourd'hui, si on veut entamer un vrai dialogue des civilisations, pas un dialogue libéral, superficiel, avec des valeurs très abstraites, mais un vrai dialogue, il faut commencer par ces principes fondateurs. Même si, oui, les élites de part et d'autre sont très loin de ça. Il ne faut pas non plus croire que les élites chinoises, indiennes, russes ou autres, aujourd'hui, pratiquent le meilleur héritage de leur civilisation. Pas du tout. Sont tout aussi corrompus, si ce n'est beaucoup plus corrompus que nos élites. Mais commençons par des principes dans l'histoire, dans la philosophie, qui ont été le fondement de nos civilisations, parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. Madame Frégosi, vous souhaitiez réagir? Oui, je voudrais juste revenir sur la question du Sud global. En fait, les idées, ce sont aussi des réalités. Le réalisme en relations internationales est quelque chose de tout à fait important et que je ne méprise pas du tout, mais il ne s'agit pas de considérer uniquement comme les réalités les effets ou le ressort de la puissance. Les idées sont des réalités. Et le Sud global, c'est une idéologie qui va être précisément utilisée par certaines grandes puissances. La Russie, en premier lieu,
mais la Chine en tire bénéfice sans doute même encore plus que la Russie. Elle en use plus modérément de cette idéologie, mais elle en use. Et en fait, c'est une idéologie qui permet aux nouvelles grandes puissances d'instrumentaliser l'ancien tiers-monde. Donc, c'est tout à fait réel. Donc, rejeter d'un revers de main ce terme de Sud global en disant ça n'existe pas, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Russie et le Congo ? Eh bien, oui, il y a de commun une volonté de mainmise de la Russie sur l'Afrique. Et donc, pour ce faire, on va utiliser une idéologie anti-occidentale, anti-française, décoloniale, etc. Donc, le Sud global, oui, ça existe. C'est une idéologie. C'est un nouveau tiers-mondisme. Et par ailleurs, effectivement, je veux juste brièvement revenir sur cette idée de mixte entre l'Occident et l'Orient. Au sein les producteurs de l'idéologie du Sud global, ce sont essentiellement des Occidentaux, comme les producteurs du tiers-mondisme étaient essentiellement des Occidentaux. Dans la vaste coalition des anti-Occidents, des occidentalistes donc, ceux qui ont une haine de l'Occident, il y a, comme vous l'avez dit, une haine de soi. Parce qu'effectivement, ce sont des Occidentaux, des intellectuels occidentaux, des intellectuels de gauche occidentaux qui, dans la haine de soi, vont comme avant les bourgeois, dans la haine de leur origine sociale, allaient vers la classe ouvrière en allant travailler dans les usines, les maoïstes qui étaient vraiment la pointe avancée de ça. Eh bien, aujourd'hui, on a effectivement toute une intelligentsia occidentale qui donne dans l'idéologie du Sud global. Alors, effectivement, bien sûr que le Sud global est une réalité complètement hétérogène avec des acteurs très différents, des intellectuels occidentaux, énormément ne pas sous-estimer le rôle des ONG aujourd'hui, qui en fait défient la puissance des États, et on le voit bien à l'ONU, le rôle des ONG à l'ONU, mais je m'arrête là, mais vraiment, il faut bien saisir qu'il y a une désoccidentalisation de la part des Occidentaux. Alors, beaucoup de choses. Tout d'abord, je n'ai pas dit que Poutine n'était pas Staline, j'ai dit qu'il n'était pas Hitler. Bon, ça ne vise pas à le dédouaner, ça vise justement à éviter les analogies hasardeuses qui empêchent de penser la nouveauté de l'époque. Nous ne revivons pas les années 30, et je crois que ces analogies nous desservent pour penser justement la nouveauté du monde. Je vais quand même aller sur le terrain des idées, parce qu'en effet, j'ai eu une approche très réaliste. Il y a des États, des nations qui défendent leurs intérêts. Bon, mais ça me semble important de le rappeler. Sur le terrain des idées, au fond, je pense qu'en effet, si on peut parler peut-être de Sud global, c'est au sens où les pays du Sud global, ou les pays du Sud, posent au fond aux Occidentaux une grande question philosophique qui a été au cœur de la réflexion et de l'histoire des idées politiques occidentales, qui est celle de trouver au fond le meilleur équilibre entre l'individu et le collectif. Un ami philosophe François Huguenin sort aux éditions du Cerf ce mois-ci un livre, Le jeu et le nous. Il revient sur cette grande querelle du XIXe siècle, postérieure à la Révolution française, où vous aviez au fond des conservateurs, des réactionnaires qui mettaient l'accent sur le collectif, le bien commun, au mépris de l'individu, et puis à l'inverse, des libéraux qui mettaient plutôt l'accent sur l'individu, oubliant des fois le cadre collectif nécessaire à la vie en société. Et au fond, ce que nous disent les pays occidentaux, mais je vais être un peu plus précis, surtout les pays, je dirais, asiatiques et d'Asie du Sud-Est, et j'inclus la Chine dans cette nomination, c'est de dire que, dans ce concept, c'est de dire qu'au fond, nous parvenons sans doute aujourd'hui mieux que vous, c'est une prétention, on peut la contester, mais c'est ce qu'ils disent, nous réussissons mieux que vous aujourd'hui à articuler un principe de liberté individuelle, moins important qu'en Occident, mais qui existe, et j'y reviendrai, et le principe d'un ordre collectif qui permet la solidarité nationale et l'organisation de la société. Je reviens sur cette dimension de liberté individuelle, y compris
pardonnez-moi, en Chine. Pas simplement parce que j'ai vécu en Chine, mais parce que, vous savez, au fond, les peuples ne se comparent pas entre eux. Si vous expliquez à un gilet jaune qu'il vit mieux qu'un citoyen du Congo, ça ne va pas beaucoup changer sa perception des choses. Il va se comparer à sa situation antérieure. Il va comparer sa situation présente à celle de ses aïeux. Si vous rencontrez des Chinois, si vous vivez en Chine, ils vont vous dire ce qu'était la Chine dans les années 80. Les Chinois ne pouvaient pas choisir d'étudier ce qu'ils veulent, ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas décider de leur lieu d'habitation. 40 ans plus tard, un jeune Chinois peut voyager en Occident, peut étudier ce qu'il veut et peut s'installer dans n'importe quelle province de son pays. Tout ça pour vous dire que pour un Chinois, je sais que ça nous choque, mais pour un Chinois, son pays est embarqué dans une dynamique positive qui fait que ce dernier ne voit pas l'Occident comme une sorte d'Eldorado comparativement à sa situation présente. Et il faut tenir compte des représentations des pays et des nations qui peuplent le monde. Sinon, on impose un petit peu nos représentations et on cède à un occidentalocentrisme que l'on nous reproche beaucoup encore aujourd'hui. Parce que moi, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que l'Occident est l'héritier d'abord d'une grande histoire, d'un grand héritage culturel qui a mis l'accent sur la dignité humaine. Mais il y avait une controverse dans les années 90, et je finis sur ce point. Après justement la chute du mur, 171 États se réunissent à Vienne pour une convention sur les droits de l'homme. C'était la première grande convention internationale sur les droits de l'homme organisée depuis la chute du mur. Juste avant cette convention, les pays d'Asie se réunissent et signent la déclaration de Bangkok. Je vous invite à la lire, elle est très courte, c'est une dizaine d'articles. Et dans la déclaration de Bangkok, les pays d'Asie, la Malaisie, Singapour, la Chine, le Vietnam, disent « Oui, il y a des principes universels, les droits de l'homme existent, c'est un héritage précieux, on peut dire que c'est ta posture aussi, je vous donne ce point, mais il faut aussi les relire et tenir compte des contextes nationaux, des identités locales et des identités nationales, de peur que les Occidentaux instrumentalisent la cause des droits de l'homme pour s'ingérer dans leurs affaires intérieures. » Et nous avons donné du grain à moudre à cette théorie. 1999, deux dates pour terminer. 1999, bombardement de Belgrade par l'OTAN sans mandat des Nations Unies, au nom d'une guerre humanitaire. 2000, aux Nations Unies, le groupe des 77, qui rassemble aujourd'hui plus de 130 pays du Sud, signe une nouvelle déclaration et dit s'opposer à notre soi-disant droit d'ingérence humanitaire. Le fait d'utiliser les droits de l'homme, des causes humanitaires, pour s'ingérer dans des affaires intérieures. Et qu'avons-nous fait ensuite ? Nous avons continué de donner du grain à moudre à cette théorie, en 2003 avec l'invasion de l'Irak, puis en 2011, nous sommes aussi allés au-delà du mandat que là, pour le coup, nous avions reçu des Nations Unies, en faisant du regime change, en espérant démocratiser par les bombes la Libye. Donc je crois qu'il faut quand même, si on veut vraiment, et c'est mon but, si l'on veut vraiment que l'Europe existe dans ce monde, dans un monde compliqué, il faut d'abord, comprendre dans quel monde nous vivons, comment pensent les autres, et comment, à des fins de regain d'influence, nous pouvons nous aussi, de nouveau, nous interroger sur le meilleur moyen d'atteindre ce précieux équilibre, toujours instable, toujours sous tension, entre l'individu et le collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, et on l'a évoqué dans la précédente table ronde qui était très intéressante, nous n'entamons pas ce dialogue, nous oublions nos traditions philosophiques qui nous permettraient justement d'instituer un véritable débat sur ce meilleur moyen d'articuler l'individu et le collectif, puisque aujourd'hui nous cédons à une forme d'individualisme qui, est très éloigné de ce que recherche aujourd'hui tout un ensemble de pays du Sud, qui sont au contraire plutôt dans une logique d'affirmation identitaire, qui veulent des identités culturelles enracinées dans des traditions civilisationnelles et philosophiques qui leur appartiennent. Voilà. Donc il faut tenir compte, il faut avoir à l'esprit tout ce panorama très divers, très complexe justement, ne pas céder à une vision très binaire du monde et inscrire l'Europe dans ce grand débat que organisent au fond les pays du Sud, dont la Chine, qui vise à dire vous mettez trop l'accent sur l'individu, nous avons la prétention d'offrir une autre option qui peut peut-être fonctionner en d'autres pays que là où il s'exprime, c'est-à-dire en Chine. Madame Vicky. Oui, j'aimerais réagir quand vous dites qu'en nous donnant du grain à moudre à nos ennemis, en quelque sorte. Nous sommes surtout, nous, occidentaux, en tout cas les occidentaux pendant la guerre froide,
ils n'ont pas suffisamment réfléchi ni analysé l'idéologie. Je vous remercie exactement d'avoir utilisé le mot et d'avoir attiré l'attention sur l'aspect idéologique de certaines déclarations. Je pense que l'Occident est très très naïf par rapport aux tentatives idéologiques très bien construites, extrêmement efficaces. Je vous donnerai quelques exemples. Barbara Skarga, quand elle parle des impératifs de la culture européenne, à côté de la dignité humaine, elle dit une autre caractéristique propre à l'Européen, c'est le regard sceptique et le regard critique. Nous sommes une culture capable de ne pas s'emballer, de ne pas penser autour d'une seule idée, mais de voir ce que vous avez dit, la complexité. Ça l'a beaucoup frappé. Elle a rajouté aussi l'humour et la capacité par le rire de subvertir les certitudes des puissants. Elle voyait là-dedans, effectivement, un des traits de la mentalité européenne. Quand on regarde l'utilisation par les idéologues, ceux qui n'aiment pas l'Occident, de l'idéologie, je prends l'exemple de mon domaine qui est l'université. Quand les départements de soviétologie sont tombés à l'eau parce que l'Union soviétique a cessé d'exister, avez-vous remarqué comment on a remplacé, par quel nom a-t-on remplacé ces départements ? Vous avez remarqué ou pas ? Non, personne n'a remarqué. Moi, j'ai vécu un choc à Cracovie pendant une conférence où plusieurs collègues m'ont donné des cartes de visite et ils étaient dans des centres d'études d'Eurasie. Quand on sait aujourd'hui, à la fois Orban, qu'on compare un peu trop vite à Kaczynski et PiS en Pologne, c'est assez différent quand même, et notamment sur ce point. Un Orban peut cesser d'être européen et se référer à l'Asie parce qu'il y a toute une idéologie, un mythe hongrois qui dit « nous sommes venus à cheval des contrées lointaines de steppes d'Asie et cette identité asiatique nous est proche ». Donc la proximité avec d'autres Asiates que sont les Russes est beaucoup plus probable que celle des Polonais qui se sont jamais vus en Asie, comme j'ai évoqué Barbara Skarga. Donc, appeler des centres d'études partout, dans beaucoup d'universités, l'Eurasie, c'était laisser la porte ouverte aux idéologues d'eurasisme qui aujourd'hui parlent à Kremlin et qui ont remplacé les slavophiles et les occidentalistes par très exactement l'idéologie d'Eurasie. Et lorsqu'on dit « nous sommes maintenant un mélange, nous ne voulons plus être Europe », dit Poutine clairement, « nous ne voulons plus être Occident ». Pour des raisons que vous avez développées. Nous voulons être un petit mélange eurasiatique à dominance asiatique, pourquoi pas comme la Chine, disent-ils, sur le plan économique. C'est toute une construction idéologique intéressante que nous avons tous achetée sans problème, sans contester, et sur laquelle nous marchons. Donc la langue de bois, sur laquelle j'ai un peu travaillé, en intitulant la publication « Les langues de bois », c'est notre malheur. C'est-à-dire, nous ne décortiquons pas avec courage le sens que les uns et les autres donnent aux mots, et nous sommes victimes des idéologies. Et quand je pose à mes étudiants la question « qu'est-ce que l'idéologie ?» Bien sûr, ils donnent la définition marxiste, c'est le niveau supérieur qui décide de l'infrastructure. Eh bien, Patočka, un philosophe tchèque qui a été très proche de Havel que vous avez évoqué, a donné une définition beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Être idéologue, c'est penser autour d'une seule idée, quelle qu'elle soit. Et donc, aujourd'hui, quand on réfléchit à sa façon de décortiquer l'idéologie soviétique qui se parait d'état de valeurs, etc., c'est très utile pour comprendre la pensée de Poutine et être un peu plus sceptique sur les comparaisons historiques, que ça soit Staline ou Hitler. Je sais que ça passe pas très facilement en France, la comparaison trop rapide entre les deux, c'est un autre débat. Tout d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, sur la place de la Russie en Europe. Moi, je pense qu'un Occident kidnappé d'aujourd'hui, c'est Zelensky. Il dit exactement la même chose. Vous, Poutine et ceux qui sont alliés avec Poutine, vous nous enlevez notre européanité. Entre parenthèses, le terme d'européanité ne fonctionne pas en français, c'est bizarre. Tous les peuples de l'autre Europe, de l'Europe centrale et orientale, ont un mot pour dire européanité.
C'est intéressant. En France, on dit esprit européen, identité européenne, tradition européenne. On ne dit pas facilement européanité. Donc Zelensky aujourd'hui crie la même chose. Vous nous enlevez, vous nous kidnappez l'Occident. Et on est peut-être en train de perdre une partie de l'Occident. Kundera dit clairement pourquoi je défends l'Europe centrale, parce que tout a commencé là et les Occidentaux ont assisté impuissants à l'amputation d'une partie de l'Occident devant leurs yeux. Aujourd'hui, on assiste peut-être au même phénomène, à l'amputation d'un autre morceau de l'Occident, parce qu'on subit des combats idéologiques de taille sur la place de la Russie dans la civilisation occidentale, en confondant, et ça c'est le mal français académique par excellence, en confondant la culture au sens livre, musique, peinture, qui a évidemment des influences européennes sûres, et la culture politique qui n'a jamais rien eu d'européen. Or, la moitié d'Européens ont connu surtout les ravages de la culture politique russe, qui est tout sauf la grande tradition démocratique européenne. Donc, pour ces penseurs, la Russie ne fait pas partie de l'Europe, très clairement. C'est argumenté, et je pense qu'il y a l'unanimité à penser ça. Ce qui est le grand clivage idéologique entre la vie intellectuelle occidentale, italienne et française, qui n'arrêtait pas d'affirmer la présence de la Russie en Europe, et puis ces autres penseurs qui disent arrêtez d'être victimes d'une confusion grave entre culture, civilisation et culture politique. Adriane, peut-être juste avant de vous laisser la parole, une petite question qui semble quand même, en tout cas de mon point de vue, et qui fait aussi, qui est en écho à la table ronde précédente. On parle d'une forme d'unicité du modèle occidental et de son modèle culturel et de sa dynamique historique. La table ronde précédente l'a évoqué, on l'évoque également sous différents aspects. Est-ce qu'on ne s'empêche pas aujourd'hui, à travers cette unicité, de revendiquer une forme de fierté, d'assumer qu'on estime que notre modèle est supérieur sans pour autant vouloir dominer autrui, mais de dire on estime que notre modèle est supérieur et on souhaite le conserver? Est-ce que cette dimension-là ne nous empêche pas justement, et de cette incapacité de l'affirmer dans l'espace public ou dans nos relations même sociales au quotidien, de dire je suis fier de mon histoire, de ma civilisation et de ma culture et j'estime, et je la trouve supérieure, sans vouloir dominer autrui? Est-ce que c'est cette impensée-là, et peut-être que le goulag, peut-être que les chambres à gaz, sans retourner sur le point Godwin, m'a pensé sur cette culture-là en disant oui, mais attendez, regardez ce que votre histoire a aussi produit. Est-ce qu'on n'est pas bloqué aujourd'hui mentalement dans ces schèmes-là qui nous empêchent d'assumer ce qu'on est et d'assumer aussi cet héritage? Oui, je le pense très, très fortement, parce que ou bien on a affaire à un ultralibéralisme progressiste qui dit que d'un côté, il y a eu énormément de progrès depuis les Lumières, mais en fait on oublie de mentionner aussi les crimes, au nom de la même philosophie du progrès de la mobilité, d'une part, et après donc il y a un retournement complet et on tombe dans la haine de soi. Ou bien si on fait appel à d'autres traditions, que ce soit le romantisme, le personnalisme, enfin les traditions qu'on a évoquées un petit peu, on nous accuse tout de suite d'être réactionnaire, d'être nostalgique, de dire que il y a un âge d'or auquel vous voulez revenir, alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une question de renouvellement de tradition. C'est pas une question de dire qu'il y avait un âge d'or, il n'y en a jamais eu, il n'y en a jamais un âge d'or, mais de dire qu'il y a des traditions fondatrices qu'on peut renouveler, dont le personnalisme, dont le romantisme, pas au sens du nationalisme ethnocentrique, c'est une phase du romantisme. En fait, il y a tout un romantisme français, italien, anglais, allemand et russe d'ailleurs, qu'il faut aussi préserver. Alors, je pense que la tragédie de l'Europe et de l'Occident, c'est que, comme je l'ai dit tout au début, depuis maintenant 50 ans ou plus, on finit par promouvoir les pires traditions. Un progrès sans limite, un capitalisme de plus en plus effréné depuis la chute du mur, un individualisme déchaîné, un renouveau du nationalisme du 19e siècle qu'on retrouve maintenant en Inde, qu'on retrouve maintenant en Chine, qui est très dangereux parce qu'en fait, ce n'est pas des conceptions indiennes et chinoises du départ, c'est vraiment une idéologie moderne qu'on a exportée. Comme le communisme, évidemment, a été une idéologie occidentale qu'on a exportée, qui a été ensuite adaptée par les différents pays.
Donc ne nous trompons pas, que ce soit le capitalisme du libre marché ou le capitalisme d'État, que ce soit la technoscience et les GAFAM, les équivalents en Chine, que ce soit le nationalisme ethnocentrique, ce sont des inventions occidentales, malheureusement, qu'on a exportées, qui aujourd'hui dominent pas mal le monde. Alors, ce n'est pas les seules traditions, je pense que c'est juste que chaque pays, chaque continent, chaque civilisation a aussi ses propres traditions, mais c'est quand même les traditions dominantes en ce moment. Je voulais juste revenir très brièvement sur la question de la Russie, parce que je pense que ça illumine autre chose. C'est que des fois, il faut quand même revenir un peu plus en arrière pour faire la remarque suivante, parce qu'on parle aussi de l'Europe ou de l'Occident. Alors il y a quand même eu le 15e siècle qui a été peut-être le siècle crucial à cet égard. Non seulement la réforme, avec évidemment un brisement entre pays protestants et catholiques, c'était quand même un événement important dans l'histoire de l'Europe, mais aussi d'une part la découverte des Amériques, donc un tournant plus atlantique qui, au fur et à mesure du temps, a donné lieu à une modernité qu'aujourd'hui on peut très bien appeler transatlantique. Mais aussi, il ne faut pas oublier la chute de Constantinople. Et la chute de Constantinople a fait qu'il y a eu aussi un brisement entre, en quelque sorte, l'Est et l'Ouest. Parce que jusqu'à 453, ce qui est aujourd'hui la Russie, mais aussi d'autres terres, faisait quand même partie de l'héritage byzantin, qui n'est pas sans importance. Parce que comme l'a démontré l'historien russe immigré en Angleterre, Dimitri Obolensky, ce qu'on appelait l'Est, et trop souvent on dit « Ah oui, l'Est a toujours été absolutiste, il ne connaissait rien d'autre que le totalitarisme politique », c'est quand même anachronique. Parce que jusqu'en 453, ça faisait partie d'une conception plus ancienne, où il y avait un équilibre entre l'Empire et le patriarcat. C'est-à-dire un peu comme à l'Ouest, sur un modèle pas tout à fait identique, mais quand même analogique, il y a eu un équilibre entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Et au moment où il y a eu la chute de Constantinople, tous ces fractures politique en Russie commence après la chute de Constantinople. Et évidemment, se développe de façon très extrême avec Ivan le Terrible et d'autres. Mais jusqu'à la chute, il y a quand même eu un équilibre et même une sorte de société civile. Il y a eu des associations libres, il y a eu quand même du commerce, un échange culturel. Regardez la Renaissance. La Renaissance, c'est aussi l'héritage byzantin qui arrive en Occident. Donc tout n'a pas été absoluste à l'Est. Il ne faut pas oublier ça. Donc je pense que ces changements, évidemment sur une durée de 500 ans, font qu'aujourd'hui, comme Johanna le dit très correctement, il y a la culture russe qui est européenne, la musique, la littérature, la poésie, voilà, y compris la philosophie et la théologie. Rappelons par exemple au XVIIIe et XIXe siècle tout ce qu'on appelle sophiologie. C'est un héritage philosophique et théologique extrêmement important, qui a été d'ailleurs repris par des théologiens comme Henri de Lubac et d'autres. C'est pour ça que Jean-Paul II parle des deux poumons, parce qu'il sait très bien qu'il y a une partie de l'orthodoxie au sens théologique qui importe à l'héritage chrétien. Mais évidemment, d'un point de vue politique, ça a été à peu près catastrophique, sauf quelques moments où la Russie a essayé de se constitutionnaliser. Alexandre Ier qui a été assassiné, Alexandre II, pardon, en 1881 était peut-être un des tsars qui l'a essayé, mais effectivement, la culture politique fait qu'aujourd'hui, c'est une menace existentielle pour l'Ukraine et d'autres pays. Oui, rapidement. Pour parler de l'Europe, parce que j'ai beaucoup parlé des pays du Sud, je voudrais prendre le contre-pied d'une vision selon laquelle, si l'Europe était unie, on serait plus fort sur la scène internationale. Moi, je pense que si l'Europe s'éclipse sur la scène internationale, c'est parce que justement, ces nations n'osent plus sortir du bois, prendre l'initiative, s'adosser à leur tradition diplomatique et géopolitique pour proposer peut-être autre chose que le ronron bruxellois qui aujourd'hui ne mène pas à l'affirmation dont nous avons besoin sur le vieux continent. Et je voudrais vous partager une réflexion de Raymond Aron, qui est moi, la référence intellectuelle que je mobilise le plus dans mes écrits, qui à la fin des années 70 s'interrogeait sur la crise spirituelle de l'Europe, une Europe qui aurait au fond perdu le moteur essentiel qui était d'après lui, mais que demeure au fond le sentiment national, l'ambition nationale qui fédère des individus autour d'un grand projet collectif. Et il disait, sous forme de question, mais on comprend bien ce qu'il pensait, dans un entretien à l'Express en 1978, il dit « L'Europe est-elle interdite du fait du veto américain,
du fait que dans les faits, elle est une sorte de protectorat militaire américain, ou du fait des Européens eux-mêmes qui ont perdu leur patriotisme national sans le remplacer. Voilà. Et moi, je crois qu'en effet, du fait des horreurs du XXe siècle, nous avons jeté l'eau avec le bébé du bain et nous avons oublié l'importance du sentiment national, ne serait-ce que d'un point de vue géopolitique. Et je voudrais l'illustrer à travers simplement un point. Aujourd'hui, tout un ensemble d'exécutifs européens, Paris et Berlin convergent sur ce point, estiment que donc il faut être davantage unis, parler d'une seule voix pour être plus fort à l'international. Et donc nous envisageons de mettre fin au droit de veto des pays européens sur les questions de politique étrangère. Je pense que ce serait une erreur pour l'Europe elle-même. Parce que la dernière fois que l'Europe a véritablement existé sur la scène géopolitique, elle n'existe pas quand elle se contente de suivre les Américains, c'était en 2003. Et en 2003, au moment de l'invasion de l'Irak, c'est parce que la France a osé assumer son héritage géostratégique, a osé sortir du bois, qu'une autre option a pu être proposée, embarquant avec elle, par ailleurs, l'Allemagne. Si, en 2003, nous avions dû, avant de prendre position sur le dossier irakien, faire un vote à la majorité qualifiée à Bruxelles, nous aurions suivi nos alliés européens et nous serions tous allés en Irak. Et nous payons encore aujourd'hui, dans notre rapport avec le Sud global, je reprends cette expression, cette grande erreur qu'a été cet occidentalisme qui voulait imposer par les armes la démocratie. Et donc je crois qu'il faut en revenir, et plutôt que de chercher une intégration toujours plus grande sur tous les sujets, assumer un dissensus constructif que seule la France, la jambe sud du Nord, comme je l'écris, peut véritablement assumer. Sinon, l'Europe s'unira en rond et nous nous contenterons d'être un petit bout d'Occident, priant pour que Donald Trump ne nous abandonne pas. C'est une situation assez pathétique qui dessert profondément l'Europe aujourd'hui sur la scène internationale. Mme Frégosi, j'ai une petite question un petit peu provocante pour vous. Est-ce que finalement, lorsqu'on se définit, c'est souvent parfois l'ennemi qui vous définit? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce processus de désoccidentalisation, est-ce que l'offensive de l'islam dans sa déclinaison politique n'est finalement pas une chance, question provocante pour l'Europe et pour ces vieilles nations chrétiennes, de se redéfinir elle-même face à un corpus de valeurs qui, lui, est extrêmement solide, avec une puissance d'évocation extrêmement puissante, une civilisation extrêmement puissante, ancienne? Est-ce que c'est finalement pas une opportunité, une chance aujourd'hui? Oui, écoutez, je vous remercie pour cette question parce que justement, je voulais poursuivre ce que vous disiez. Ce n'est pas parce que nous avons fait des erreurs stratégiques, même magistrales, qu'il faut oublier l'offensive islamiste. L'offensive islamiste, de toute façon, qu'on ait fait des erreurs ou pas, elle était lancée. Elle a été lancée à partir des années 20, à la fois par Al-Banna et par Amin al-Husseini, le mufti de Jérusalem. Et donc à la fois contre l'Occident, contre le foyer juif en Palestine. Donc cette offensive islamiste, là je fais un peu de réalisme. Effectivement, quels que soient nos discours, de toute façon, nous avons des ennemis parce que eux se considèrent comme tels et nous attaquent de fait. Ils attaquent à la fois, bien sûr, notre civilisation, notre démocratie, ils attaquent nos personnes, ils nous tuent. Et donc, je veux dire, en effet, cette offensive islamiste participe totalement de ce mouvement anti-occidental. Et nous avons notamment, puisque moi je me situe surtout au niveau des idées, des idéologies, les mots sont en effet très importants. L'islamophobie, à travers ce terme, on cherche en effet islamophobie, ça veut dire que ça sous-entend qu'on est contre les musulmans, mais par voie de conséquence qu'on est raciste à l'égard des musulmans, comme si ça avait un sens d'être raciste à l'égard d'une religion. Bon, et ça
associe islam, islamisme. Donc c'est vraiment un terme idéologique que, évidemment, moi, je me refuse absolument d'employer, mais qui, vous le constatez, a diffusé dans le monde médiatique et politique, comme si c'était une réalité, comme s'il y avait une véritable offensive contre l'islam et contre l'islamisme, alors qu'en fait, on est face... nous, les juifs, chrétiens, athées, païens, attaqués par les islamistes. Et donc, effectivement, il y a toujours ce mouvement de victimisation. Tous les génocidaires ont dit que leurs victimes les menaçaient de génocide. Et donc, il y a cette victimisation qui est vraiment au cœur de l'idéologie anti-occidentale. Et si nous, les Occidentaux, nous marchons dans la combine, c'est-à-dire si nous acceptons de nous culpabiliser, on est foutu. Alors, évidemment, la richesse de la culture occidentale, c'est la critique. C'est la capacité de s'auto-critiquer. C'est justement l'humour, le retour sur soi-même, l'analyse, l'herméneutique, etc. L'ironie, je préfère l'humour, et qui est contre soi-même. Mais d'accord, et ça, effectivement, nous ne le trouvons pas ou très très peu ailleurs. Nous nous culpabilisons beaucoup sur notre esclavage, mais je n'entends pas le monde musulman, qui a été quand même la puissance la plus esclavagiste et qui l'est encore aujourd'hui en Mauritanie, par exemple, s'autocritiquer sur l'esclavage musulman, qui a esclavagisé à la fois les Slaves, d'où le nom d'ailleurs esclaves, etc. Bon, donc, je pense qu'effectivement, nous sommes attaqués, nous avons des moyens de nous défendre, mais c'est loin d'être évident. Rapidement, ensuite on aura la parole à la salle. Alors, très rapidement, 2 remarques. Jean-François Mattei, le philosophe, par le ministre, a fait plusieurs livres sur l'Europe. Et il a dénoncé l'autocritique européenne qui, effectivement, donne des prétextes à l'attaque contre l'Occident européen. Et donc, au lieu d'être autocritique, il faudrait garder l'esprit critique. Et je pense que l'identité européenne, après la guerre, a été basée sur plus jamais ça. C'est-à-dire plus jamais la guerre, plus jamais de Shoah. On a oublié un détail. On n'a pas fait le Nuremberg de communisme. Et si nous payons aujourd'hui tout ce prix dont nous parlons, c'est parce qu'on a déculpabilisé la pensée communiste en la distinguant bien de soviétique, en la distinguant bien du marxisme. Les œuvres de Kołakowski ne sont toujours, le 3e tome n'est toujours pas traduit en français. Lorsqu'il explique le marxisme à la française, c'est quand même intéressant. Il est traduit en anglais, il est mondialement connu, mais les Français, les éditeurs sont un peu frileux pour montrer l'argumentation, pourquoi il y a un lien entre le marxisme, le léninisme, le stalinisme et moi je dirais, et le poutinisme d'aujourd'hui. Donc attention à ce détail dans l'autocritique. Nous avons oublié un volet parce que nous avons accepté Yalta avec la présence d'un criminel de guerre qui a empêché la sortie de la vérité, où on a évité de parler de Katyń comme génocide, alors que le mot génocide est promu et inventé par un juif polonais, entre parenthèses, Lemkin, qui s'est battu pour qu'on parle de ce génocide-là. Et on a ensuite oublié pendant 50 ans d'enseigner tout ça à la jeune génération, à Sciences Po, dans les départements pour les futurs diplomates, c'est à peu près ignoré. Et donc nous sommes victimes occidentaux d'une manipulation de l'histoire assez énorme. Et je donne encore un exemple où nous tombons dans le piège, c'est tout ce que vous avez dit sur l'individualisme excessif et le libéralisme excessif. Poutine dit exactement la même chose et les conservateurs occidentaux courent.
Ils adorent cette pensée, soyons en communauté, entourant les gens. Une partie de la propagande de Kremlin correspond entièrement à la pensée conservatrice occidentale. Et les gens qui le disent ne se rendent même pas compte qu'ils sont des idiots utiles. C'est une expression consacrée, je ne les injurie pas, c'est une expression d'une propagande qui est méticuleusement orientée vers eux. Donc, ils vont dans les conférences chez Orban, qui défend la famille, la natalité, le père et la mère, qui sont contre LGBT. Et toute la pensée conservatrice occidentale est d'accord avec ça. C'est un exemple très intéressant. Le micro circule. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez la main, on vous apportera le micro. Oui, s'il vous plaît. Ici, merci. À côté de vous. Merci. Ma question s'adresse à M. Adrian Pabst, qui a au moins par 2 fois affirmé dans ce qu'il disait que la technoscience, le capitalisme, c'est une partie honteuse ou négative d'héritage européen, si j'ai bien compris. Alors, j'ai un peu du mal, et c'est ça ma question, comment promouvoir une idée comme ça, en même temps, avec les constats que beaucoup de gens ont partagés dans cette conférence, que l'impuissance de l'Occident aujourd'hui résulte en grande partie de la désindustrialisation européenne. Est-ce que vous voyez une alternative en disant ce que vous avez dit? Est-ce que vous auriez préféré un monde dans lequel l'armée nucléaire serait uniquement en Chine, intelligence artificielle uniquement en Chine? Parce que moi, personnellement, j'aimerais bien une Europe qui pourrait faire à la fois l'alternative au totalitarisme, entre autres chinois, russes ou américains aujourd'hui, au monde dans lequel on bannit aujourd'hui le capitalisme, en pensant à la remarque d'hier soir d'Alain Juppé, qui disait « c'est probablement pas l'excès de libéralisme qui nous a amenés dans ce triste état ». Merci. Merci beaucoup pour la question. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut à tout prix faire résistance au totalitarisme de nos jours. Je pense qu'il y a un totalitarisme technologique qui est en train de se dessiner, qui est très dangereux. Et que ça soit lié aux GAFAM qui nous proviennent notamment des États-Unis ou leur équivalent ou leur analogue en Chine, effectivement, c'est une menace. Mais je pense que le capitalisme du libre marché depuis la fin de la guerre froide est très différent comme modèle de l'économie sociale de marché que l'Europe a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même eu un bascule, un renversement, une rupture entre une économie de marché sociale qui était beaucoup plus orientée vers la production, vers l'investissement, que le modèle du libre marché dans le cadre de la mondialisation qu'on connaît depuis 30 ans. Donc moi, je fais la remarque que c'est cette rupture entre un modèle économique et social beaucoup plus équilibré et beaucoup plus stable, d'une part, et le modèle du capitalisme beaucoup plus déchaîné, d'autre part. Regardons ce qui se passe aux États-Unis, l'alliance entre les populistes de droite, de M. Trump, et les libertariens de la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent à la fois un mur protectionniste, par les droits de douane, mais à l'intérieur de leur pays, qu'est-ce qu'ils veulent? Un capitalisme de plus en plus déchaîné. Ce n'est pas notre modèle européen. C'est ni le modèle français dirigiste, ce n'est pas le modèle de l'économie de marché social du côté allemand. Donc, il faut bien résister à ce modèle-là parce que ce n'est pas un modèle qui correspond à l'Europe du tout. Timing absolument parfait. Merci en tout cas, merci pour cette participation. Merci à tous, vous pouvez les applaudir en effet. On a eu des débats d'extrêmement bonne qualité. Et les réponses sont complexes à une question qui l'était évidemment. Très bonne fin de journée, merci.